9h-11h, la vie en bleu. Et dans la vie en bleu, il y a vos experts. Votre experte aujourd'hui, Sophie Weideman, coach de vie. Bonjour Sophie. Bonjour Laure. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de personnes que l'on ne le croit. C'est un sujet qui est encore un petit peu tabou, on peut dire en France, c'est le burn-out. Absolument. Qui est important de développer parce que voilà, on ne sait toujours pas déceler les signes de ce burn-out. On va essayer d'expliquer un petit peu ce que peut être le burn-out, comment on peut le prévenir ce matin. Et si vous, peut-être aussi, vous avez des témoignages que vous avez envie d'apporter, on sait que ça peut être difficile de prendre la parole, mais ça peut aider aussi d'autres personnes à comprendre ce qui peut se passer dans leur vie. 03 88 25 15 15 ce matin, nous parlons ensemble du burn-out. La vie en bleu jusqu'à 11h. Alors Sophie, pour commencer, on peut expliquer ce qu'est le burn-out. Alors le burn-out, c'est un terme qui a été utilisé d'abord dans l'environnement professionnel, qui est arrivé, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui existe de plus en plus à partir des années 70-80, où on est de plus en plus pressé au travail, où on est vraiment branché sur tout ce qui est résultat, performance. Le mot performance est vraiment important dans ce contexte. Et ensuite, on a parlé plus tard de challenge. Et à force de presser les personnes, c'est comme une batterie, un jour elle est vide. Et c'est toujours très étonnant parce que les personnes qui souffrent du burn-out, elles culpabilisent beaucoup, mais en fait c'est rarement des personnes qui sont des personnes, on avait parlé de la procrastination ensemble, oui. On avait dit qu'une des causes c'était la flemme. Non, quelqu'un qui fait un burn-out, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui est souvent très exigeant, trop, et quand l'entreprise est également exigeante et qu'elle ne l'encourage pas, à un moment donné ça casse. À partir de la définition de l'entreprise, aujourd'hui, comme je le dis régulièrement à cette antenne, notre société a complètement changé, ce qui fait que ça s'est allé dans le milieu privé. Oui. Par exemple, une mère qui a plusieurs enfants, qui doit faire beaucoup de routes, etc. Même si à l'entreprise on va pas la presser, elle risque d'être un jour en burn-out, etc. C'est-à-dire que le burn-out, c'est simplement le fait d'être trop pris par la vie sociale ou professionnelle. Ça peut être aussi un artiste, on le voit bien. On a parlé du burn-out de notre président, mais je pense que c'est pas forcément une blague, parce que c'est lié pas seulement au trop de travail, mais au manque de reconnaissance. Et les journalistes, etc. À un moment donné, quand c'est trop, si c'est trop et qu'on a de la satisfaction et de la réussite, c'est plus facile, voire ça passe. Mais si c'est trop et en plus il n'y a pas de reconnaissance, etc. À un moment donné, la batterie est vide. Et cette batterie, comment la garder chargée? On va essayer de voir ça ensemble ce matin. Comment déceler aussi peut-être les premiers signes de burn-out? Et vous avez peut-être des questions à poser ce matin, des témoignages que vous souhaitez apporter. Vous avez la parole sur France Bleu Alsace. 03 88 25 15 15. Votre experte ce matin est Sophie Weideman du cabinet Weideman à Strasbourg. Elle est coach de vie. Renan Luce avec la lettre sur France Bleu Alsace. Et vos experts qui sont là tous les matins pour vous accompagner. Une experte ce matin, c'est Sophie Weideman. Elle est coach de vie, elle vous conseille, elle vous accompagne. On parle du burn-out aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir, apporter vos témoignages au 03 88 25 15 15. Alors, on a donné une définition dans les grandes lignes, parce que c'est beaucoup plus complexe que Bien ça, sûr. le burn-out. Et maintenant, il y a depuis quelques temps aussi d'autres notions qui s'ajoutent à ce burn-out. Absolument. C'est-à-dire que la façon, comme je le dis souvent, la façon dont on vivait il y a 50 ans, il y a 100 ans, a complètement changé. Donc il y a deux notions qui arrivent depuis une dizaine d'années. C'est d'un côté le brown-out et d'un autre côté le bar-out. Alors toujours des mots anglais. Le brown-out, en fait, ça vient du monde de l'électricité. C'est-à-dire quand on a un appareil qui surcharge, soit de manière automatique, soit de manière programmée, il va se mettre en sous-charge en cas de surcharge. C'est-à-dire c'est trop, et donc je me désengage. Je me désengage. C'est pas juste je lève la pédale, c'est que je me désengage. Et donc on a effectivement, nous on a des baromètres de risques psychosociaux depuis des années, depuis plus de 10 ans. Et en fait, depuis 5-6 ans, on a rajouté à cela, comme beaucoup de nos collègues, un baromètre sur l'engagement des salariés, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, vous avez une société dans laquelle on ne croit plus. Il y a des choses qui ont été vendues, un manager, plusieurs managers qui sont venus, parce que franchement en France, le management, je veux dire, c'est quand même, je tire, je pousse. Enfin, il y a très très peu qui ont vraiment une formation et qui savent de quoi on parle. Et les entreprises souvent vont à l'essentiel d'après elles, et donc on avance. Donc on tire, on pousse les salariés comme on peut. On se dit, lui, il a des capacités managériales, c'est-à-dire on n'entend pas trop parler de
son équipe. Mais en fait, de là à avoir des vraies compétences managériales, c'est vrai, il y a vraiment un monde. Hein. Et donc, on peut avoir comme ça un manager qui vient, un autre, etc. Et puis à un moment donné, on n'y croit plus, quoi. Et donc là, on va faire juste ce qu'on a à faire. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de motivation, d'envie, s'il n'y a pas de reconnaissance, on finit par s'étioler. Donc ça, c'est le brown-out. Et ensuite, on a le bore-out. Hein, pour ceux qui comprennent l'anglais, boring, c'est on s'ennuie, quand c'est ennuyeux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait avant, enfin qu'on appelle toujours dans le langage courant, les jobs alimentaires. J'y vais, je suis payé, comme ça, je peux faire autre chose. Mais en fait, ça n'existe pas, c'est pas vrai. De se dire, je vais faire ce truc-là parce que comme ça, après, je vais pouvoir écrire, je vais pouvoir voir mes copains, je vais pouvoir faire des trucs que j'aime. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, en tout cas aujourd'hui, en fait, ça bouffe toute la vie. Ça ne donne pas d'énergie. On a besoin de rencontrer des gens avec qui il se passe quelque chose, avec qui on a envie d'y aller, un projet commun, peut-être même si on est moins payé, mais on a besoin d'y mettre son cœur. Et comme je dis régulièrement, il y a 100 ans, un boulot alimentaire, on était content parce que on travaillait tellement du matin au soir, il fallait juste nourrir sa famille, et puis voilà, et puis à la maison, maman, elle s'occupait de tout, enfin voilà, plus ou moins bien, c'était pas du tout la même logique. Aujourd'hui, on a besoin de sens, on a besoin de partager, on a besoin, vous savez, on dit souvent que les gens sont très individualistes. Oui. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que les gens, ils ont besoin d'espace pour être à nouveau généreux. Voilà ce que je crois. Alors on va peut-être dans un instant prendre le temps justement de mettre en avant ces signes avant-coureurs de tous ces burn-out, de tous ces bore-out, de ces brown-out que l'on peut vivre au quotidien, mais aussi dans nos entreprises. Vous pouvez réagir aussi, poser vos questions à votre experte ce matin. C'est Sophie Weidemann, coach de vie, 03 88 25 15 15. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est France Bleu Alsace dans la vie en bleu. On parle du burn-out ce matin avec notre experte, c'est Sophie Weidemann. Elle est coach de vie, elle vous accompagne, vous pouvez poser vos questions, apporter vos témoignages. On est là pour vous écouter ce matin au 03 88 25 15 15. On va revenir dans un instant sur les causes de ces burn-out, comment on peut le reconnaître, au moins si l'on peut mettre quelques drapeaux là-dessus. Mais on s'arrête d'abord chez Arlette à Strasbourg. Bonjour Arlette. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Arlette. Voilà, je voulais voir un petit peu avec vous comment je peux m'en sortir parce que j'ai une galère de 10 ans derrière moi suite à des problèmes personnels, problèmes de justice, tout ça. Donc, je voulais un petit peu voir parce que là, j'ai jamais eu ça. Hein. Quand je sors, je ne peux plus marcher. J'ai besoin je peux marcher, mais je veux dire, j'ai besoin d'un terrain de sécurité, d'un mur ou je peux plus marcher dans le vide, quoi. Et ça, j'avais jamais avant. Bon, j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup de défense à faire, donc voilà. Comment je peux m'en sortir? Alors, ça fait combien de temps que ça dure, Arlette? Oui, c'est depuis cette histoire, quoi, dans les derniers. Quand j'étais dans le stress, quand j'étais vraiment dans l'affaire, je n'avais pas ça. Vraiment, il fallait que je tienne, quoi. Et là, je pense que c'est le contre-coup, je ne sais pas. Alors, attendez, que je vous comprenne bien. Donc, vous avez eu soit votre propre affaire, soit vous avez été dans un poste dans lequel vous vous êtes senti pressurisé, on vous a pressurisé, et à un moment donné, vous avez craqué. C'est de ça qu'on parle? C'est-à-dire, j'ai eu un problème personnel et j'étais en face d'une personne très malveillante et la justice n'a pas suivi. Et j'ai dû vraiment... Je ne peux même pas dire ce que c'est. C'est presque un meurtre déguisé qui a eu lieu. Et je n'ai pas assez de preuves. Il y a eu d'autres problèmes qui sont greffés. Et donc, cette période-là, elle a été très très dure parce qu'il y a eu des problèmes financiers qui sont greffés. Et donc, la justice n'a pas suivi. Et j'ai dû tenir. Et là, maintenant, ça va plus. Puis, de toute façon, cette affaire me reste encore à travers de la gorge parce que je ne peux rien faire. Donc, voilà. Alors, Arlette, moi, je veux vraiment vous remercier pour ce témoignage parce que c'est tout à fait symptomatique ce que vous décrivez. C'est-à-dire, on cumule. C'est très très difficile d'apporter la preuve de ce qui se passe. Dans le cas, par exemple, d'un harcèlement moral, on a des personnes avec des sensibilités, puisque c'est aussi lié à des sensibilités personnelles. On a des faits objectifs, mais comment les prouver? Et puis au moment où tout ça se passe, on pense pas forcément à garder des mails ou bien à faire un certain nombre de choses parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et puis au moment où c'est trop, c'est souvent beaucoup trop tard. Et après ça se cumule, c'est-à-dire si on perd son travail dans des mauvaises conditions, on a des problèmes d'argent, on est déjà très fatigué, on est déjà avec un sentiment personnel très négatif et souvent on culpabilise. Donc on a beaucoup de mal à se défendre. Quand on va voir son avocat, qui n'est pas un psychologue, qui est un avocat, il peut se dire avec
quand non, pas elle même exagère, non, mais par contre, parce que quand on n'est pas bien, surtout les femmes, on a tendance un peu à râler, et voilà, donc il comprend pas, et puis voilà, tout ça s'accumule. On parlait de reconnaissance, et effectivement, ça s'ajoute au burn-out lui-même. Et donc tous ces symptômes que vous décrivez, c'est très symptomatique, et je suis désolée de le dire, c'est très classique, parce que effectivement, souvent, on n'obtient pas gain de cause en France. D'une part parce qu'il y a objectivement un problème de preuve, mais aussi parce que la justice française n'est pas suffisamment équipée. Elle est corrompue. Excusez-moi, elle est corrompue. Alors ça c'est votre avis, je dirais pas. Mon avis personnel, voilà. Mais en tout cas, moi. Oui, mais bien sûr. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas simple. C'est pas simple. Et donc là, vous nous dites, vous avez vécu tout ça, et maintenant tout ça est derrière vous, et vous avez du mal à vous remettre debout. C'est ça finalement. C'est bien ça, oui, c'est bien ça, madame. Alors ça fait combien de temps finalement qu'en tout cas les aspects matériels sont derrière vous? Pas tout à fait encore, mais ça commence à s'en aller, quoi. Donc ça fait, ils sont pas encore tout à fait partis, mais donc ça fait quand même un an à peu près, quoi. Ça commence à aller mieux, enfin niveau, voilà. Alors Arlette, je suis un peu désolée d'avoir à vous dire ça, c'est pas une très bonne nouvelle, ou en tout cas, ou peut-être c'en est une. Une fois que vous avez tout réglé, ça a été souvent tellement long, ça a fait tellement de mal à l'intérieur, tous vos repères souvent sont remis en cause, il y a une telle fatigue que franchement, 3 mois... On sait même plus comment s'habiller parce qu'on a vraiment perdu tous les repères. Voilà, donc je veux dire que pendant 6 mois, je veux dire si on était dans un monde robotisé, on pourrait dire, vous avez vu votre burn-out, vous avez eu tout le bazar qui va avec, hop, ça dure 2-3 ans. Le burn-out lui-même, le temps qu'on y arrive, ou bien en tout cas tout ce qui est injuste, parce que c'est ça qui va pas, ça dure déjà 2-3 ans. Après, 3 à 6 mois, faites rien, profitez de la vie pour vous remonter, et ensuite, au bout de 6 mois, mettez votre vie à plat, réfléchissez ce que vous voulez vraiment faire, parce qu'on pourra jamais plus vivre comme avant, et puis ensuite, pendant 2-3 ans, vous remontez votre vie. Ça, c'est la théorie. En pratique, quand tout ça est terminé, on est tellement choqué, on est tellement fatigué. Et puis, clairement, l'estime de soi est quand même vraiment entamée parce que souvent l'entourage ne sait pas des psychologues, ils comprennent pas toujours. C'est rare et c'est super quand on a l'entourage qui nous soutient, mais c'est rare et puis souvent c'est très long tout ça. Donc les gens au bout d'un moment se lassent. Et on n'a pas ces 6 mois parce qu'en fait on culpabilise, on est fatigué, on se dit mais attends, t'es pas malade, tu devrais pouvoir faire ci, alors qu'on peut pas. On ne peut pas. Et donc, en général, l'après, alors là, c'est pas tout à fait le burn-out, là, c'est vraiment la catastrophe qui va avec, mais on est bien dans le sujet, ça peut durer vraiment 2-3 ans. Et pour en sortir, le mieux, c'est d'être gentil avec soi-même. Vraiment. Voilà. Parce que le burn-out, c'est une maladie de l'exigence. Il faut prendre le temps d'aller mieux. Excusez-moi, juste de vous couper. Oui. Comment je peux faire pour mieux sortir, quoi? Parce que j'ai même des problèmes pour sortir le chien. Je veux dire. Mais bien sûr, on est absolument encore dans l'après-catastrophe. Donc là, comme j'étais en train de dire, ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? C'est ce chemin-là qu'il faut retrouver. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui? Non, pas du tout. Voilà. Parce que la vie n'est plus pareille comme avant, effectivement. C'est clair. C'est vrai. Et d'autre part, les plaisirs, ça ne m'intéresse plus. Parce que je veux dire, pour le moment, ça va revenir, Arlette. C'est tout à fait normal. Ça ne me touche plus, quoi. Il n'y a plus rien. Ça va revenir. Vraiment, vous allez voir. Choqué, quoi. Mais oui. En tout cas, merci Arlette pour votre témoignage, pour avoir eu le courage de prendre la parole ce matin. Vous allez vous en sortir, c'est le temps qui joue et c'est le fait d'être gentil avec vous-même et de vous entourer de gens qui sont bienveillants qui va vous aider. C'est que ça, c'est la gentillesse, c'est la douceur avec vous-même et la tolérance. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Belle journée Arlette. Et puis si vous aussi, vous voulez intervenir ce matin, on parle du burn-out tous ensemble et avec Sophie Weideman, c'est votre experte, elle est coach de vie. C'était Calvin Harris et Sam Smith avec Promises. Et vos experts sont là tous les jours sur France Bleu Alsace pour vous accompagner. C'est Sophie Weideman, coach de vie du cabinet Weideman à Strasbourg, qui est là avec nous ce matin et on parle ensemble du burn-out. Vous réagissez, vous témoignez, vous posez vos questions au 03 88 25 15 15 et on vous remercie d'avoir le courage de prendre votre téléphone pour en parler avec nous ce matin. Et on s'arrête à Haguenau chez Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Bonjour Patricia. Oui, je voulais apporter un témoignage parce que j'ai fait un burn-out en 2012. Donc j'ai 55 ans. J'ai donc été mise en invalidité. Alors j'étais commerciale, donc avec beaucoup de pression au niveau management, au niveau client. Enfin la pression que je me mettais aussi. C'est ça. Et donc du coup je suis tombée comme ça du jour au lendemain, sachant pas ce qui m'arrive, avec
pendant pas mal de temps des douleurs dans le dos, puisque c'était mon corps, et ça je ne le savais pas, qui réagissait, qui me disait stop, et puis moi je continuais. Et donc du coup, ce mal de dos qui me réveillait très tôt le matin, et puis un beau jour, voilà, badaboum, c'est tombé. Donc j'ai dû être suivie par un psychiatre qui m'a donc expliqué que j'étais trop loin, que j'aurais dû m'arrêter avant, qu'il y avait des signes. Donc quand on commence à avoir des douleurs corporelles, il faut se poser les bonnes questions, parce que c'est le corps qui suit plus. Et j'ai gardé des séquelles qui sont invisibles, telles que la fatigue chronique et des douleurs musculo-squelettiques. Voilà, mais sinon, moralement ça va, on reprend le dessus et comme vous disiez, donc il faut du temps. Donc c'est le temps qui fait qu'on remonte la pente. Voilà, il faut s'autoriser à se faire plaisir, à faire des choses inutiles, etc. Oui, et puis des choses qui te plaisent. Moi, je me souviens que quand je me suis arrêtée de travailler, j'ai commencé à jouer de la guitare parce que ça m'a aidée. Et puis il faut garder le moral. Hein. Je pense que il y a toujours pire que ça. Donc c'est ce que je me disais. Et du coup, on remonte la pente. Mais bon, moi, c'est vrai que j'ai gardé des séquelles invisibles quand même. Hein, et je suis obligée de vivre avec. Et la fatigue, c'est quelque chose qui est assez invalidant en soi, parce qu'on a envie de faire des choses et on est obligé de se dire, non, maintenant, il faut qu'on se repose, on peut pas, pour recharger les batteries. Alors moi, je vais vous aider sur cette histoire de fatigue, Patricia. Puisque vous avez la gentillesse de bien vouloir partager avec nous ce morceau de vie qui est pas si simple, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question qui va, je crois, pouvoir aider nos auditeurs? Quand vous dites vous êtes tombé, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Écoutez, un jour, ça n'allait plus, donc je sentais qu'au travail, intellectuellement, j'avançais plus, j'étais sur mon ordinateur, je comprenais plus rien. Que j'étais commerciale, je vendais des voitures et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai été voir mon médecin qui m'a dit faites attention, surtout au niveau de mes douleurs en fait. Donc le médecin généraliste jusqu'à là. Le médecin généraliste donc je lui ai posé la question parce que j'y suis allée parce que j'avais très mal dans le dos tôt le matin à 4-5 heures, ça me réveillait et je pouvais plus dormir et donc du coup il m'a dit faites attention, ça peut être le début d'une dépression. Et puis donc j'ai continué à travailler et puis un beau jour je me suis mise en arrêt maladie, je pleurais, j'en pouvais plus. Quand j'arrivais au travail, j'avais un stress intérieur qui était terrible et du coup donc je me suis arrêtée de travailler et là je n'arrivais plus à me lever le matin. Donc j'étais au lit jusqu'à midi, je n'arrivais plus à me doucher, donc c'était terrible. Se dire qu'on peut même pas prendre une douche le matin. Et puis après, progressivement, donc mon médecin m'a dit, mon généraliste m'a dit, écoutez, moi je peux plus vous aider, je vais vous envoyer vers un psy. Et donc là, on a fait un travail. Donc là, j'ai été arrêtée pendant 5 semaines. Ensuite, je suis partie en vacances et à mon retour, j'ai repris le travail. Et là, ça n'allait pas. Donc j'ai travaillé une journée et puis j'ai dû. Et vous êtes reparti. Et là, le médecin du travail m'a dit non, vous n'êtes pas guéri, il faut rentrer chez vous. Ça m'aide moi parce que comme vous avez compris, quand vous vous arrêtez, c'est que c'est beaucoup trop tard. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment encore une fois une maladie de l'exigence. C'est une maladie qui arrive à des personnes qui veulent toujours bien faire, toujours trop, toujours plus, et qui deviennent complices, puisque vous avez bien compris que c'est vous et les autres, mais qui deviennent complices du fait que les autres leur en demandent plus aussi. Et puis voilà. Mais on est dans un engrenage, on s'en rend pas compte, donc on entend parler de dépression, de burn-out, mais on se dit non, c'est pas pour moi, c'est pour les gens pas sérieux, c'est pour les gens qui ont la flemme, voilà. Mais c'est pas du tout le cas. C'est vrai quand vous dites que ça touche des gens qui sont très consciencieux, qui sont à fond dans leur travail, c'était exactement ça. Moi, je travaillais quasiment 9 à 10 heures par jour. J'étais très consciencieuse, il fallait que tout soit impeccable, et on se rend pas compte que c'est trop. Et au bout d'un moment, donc je pense qu'il faut écouter son corps quand on a des douleurs, parce que le corps en fait nous signale quand ça va plus, mais quand on ne le sait pas, on comprend pas ce que c'est. Bien sûr. Donc, je veux bien qu'on parle tout à l'heure lors des douleurs physiques. On a pas mal de témoignages qui arrivent, donc je vous remercie en tout cas beaucoup Patricia. Mais déjà qu'on soit d'accord, le fait de tomber, vous êtes tombé en fait par palier, assez rapidement mais par palier. Oui, c'est ça. Mais tomber, ça peut vouloir dire, moi ça m'est arrivé il y a 20 ans, donc je sais de quoi je parle. Un jour, je n'ai plus réussi à me lever. Oui, c'est ça. Et ça a duré. Ça aussi.
métier. Ça a duré 3 ans. Oui, oui. À l'époque, on n'en parlait pas et c'est ce qui m'a mené à faire mon métier aujourd'hui. Donc, quand on parle de tomber, c'est ce que vous avez eu après, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à se lever, à prendre une douche. Et comme on a été très bosseur avant, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc, comprenez que quand ça, c'est vraiment trop tard, mais ça arrive régulièrement. Voilà. Si vous pouvez comprendre ça de vos collègues, quelqu'un qui fait un burn-out, c'est pas quelqu'un qui prend des vacances, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à faire des choses toutes simples. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas toujours ça parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Donc c'est difficile et c'est une maladie invisible, c'est encore plus compliqué. Et merci, je parlerai aussi tout à l'heure de comment on s'en sort de cette fatigue dont vous parlez. Voilà. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous et au revoir. bonne émission. Au revoir. Merci de ce témoignage. On marque une très courte pause et on va retrouver Daphné pour son témoignage aussi dans un instant. Nous sommes toujours à vos côtés pour vous accompagner ce matin avec votre experte Sophie Weidemann, coach de vie du cabinet Weidemann à Strasbourg. On parle du burn-out, un sujet qui touche beaucoup de monde. On n'en parle forcément pas assez dans notre société à l'heure actuelle. Et heureusement, vous êtes là, vous aussi, pour apporter vos témoignages, pour en parler, pour avoir le courage de décrocher le téléphone avec nous ce matin. Et nous sommes du côté d'Ittenheim avec Daphné. Bonjour Daphné. Bonjour Daphné. Bonjour. On vous écoute Daphné. Comment on peut vous aider ce matin ? En fait, je travaille dans l'hôtellerie et vraiment c'est très dur. Et quelquefois le matin, j'ai du mal à me lever, mais je me lève quand même pour aller travailler. Et là, ça fait 1 mois que je suis en arrêt parce que j'en peux plus. C'est beaucoup de boulot. On fait beaucoup de chambres. Quelquefois, on a 20 chambres, 25 chambres à faire dans la journée. C'est beaucoup fatigant. On n'a même pas le temps de prendre une petite pause. C'est-à-dire qu'on bosse. Oui, c'est trop, vous me dites. Et là, maintenant, je n'en peux plus. Je veux partir, mais compte tenu des charges, je suis encore là parce que j'ai encore rien trouvé d'autre. Et je continue de faire ce boulot qui est tuant, vraiment. Chaque fois que je dois me lever pour aller travailler, c'est tout un tas de migraines, je sais pas, franchement. Donc je sais pas si c'est le burn-out ou si c'est quoi vraiment. Éclairez-moi un peu. Est-ce que je dois continuer encore Alors, j'ai peur que mon corps me lâche un jour, quoi. Voilà, c'est... Alors Daphné, moi je ne vous connais pas personnellement, donc ça c'est des choses qu'il faut voir directement avec votre médecin traitant, votre psychiatre ou un accompagnant. Par contre, les signes dont vous me parlez sont clairement des signes du burn-out. Enfin, vous l'avez bien compris en entendant ce dont on a parlé avec Arlette ou avec Patricia, les signes physiques, à partir du moment où on n'arrive plus, déjà quand on n'a plus envie d'aller en boulot, j'allais dire c'est déjà le début du burn-out. On est tellement habitué à se dire je vais pas trop envie d'y aller, c'est normal. Non, c'est pas normal. Quand on est en bonne santé, qu'on n'a pas 90 ans, et même il y a des gens de 90 ans qui font partie d'associations qui aiment ça. Donc aller au travail avec plaisir, c'est juste normal. Donc y aller à reculons, c'est déjà un début de burn-out. C'est déjà quelque chose qui doit nous alerter. Par contre, ce dont vous nous parlez, c'est-à-dire j'arrive plus à faire certaines choses, ou plus facilement, ou tout devient plus lent, ou j'ai l'impression que la vie est un peu plombée. Je commence à avoir mal à la tête. Patricia nous parlait de mal de dos. Souvent, on dit on en a plein le dos. Donc, effectivement, tous ces signes. Alors, il y a aussi, par exemple, l'acidité gastrique, le fait de plus réussir à digérer. Il y a le fait d'être trop fatigué ou trop agressif, commencer à avoir mal dans les muscles, des crampes qui ne sont pas expliquées, des problèmes gastriques de digestion qui ne sont pas liés à une maladie, la première chose, c'est d'aller voir son médecin et voir si c'est pas une maladie classique, bien sûr, une grippe ou j'en sais rien, ou je suis pas médecin, mais à partir du moment où on n'a pas d'explication clinique, dès que vous avez des signes, même si ça peut paraître léger parce que ça y est, j'ai pas le cancer, de quoi je me plains, et je vis pas dans le tiers-monde, de quoi je me plains. Non, c'est pas normal d'avoir mal au dos à 4 heures du mat, c'est pas normal d'être mal comme vous l'êtes, d'avoir des maux de tête.
c'est effectivement déjà, et puis votre voix, on l'entend, on le sent, je pense, encore une fois, il faudrait vérifier avec un médecin, mais je pense que vous êtes en burn-out, c'est clair. Après, comment en sortir ? Il y a quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années en France, qui s'appelle la rupture conventionnelle. Par exemple, ici, on a un problème très franco-français, c'est-à-dire que quand on a engagé un salarié et qu'il a passé la période d'essai, on a vraiment du mal à s'en séparer. Ça devient un mariage aujourd'hui. Et donc, on peut avoir des employés qui harcèlent, par exemple dans des petites boutiques, harcèlent, on se comprend, qui rendent le patron en burn-out. Faut pas oublier ça, quoi. De l'autre côté, le salarié lui-même, comme dans votre cas, il voudrait pouvoir partir ou faire autre chose, il peut pas parce que sinon, il risque de rien avoir. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Arlette, c'est la quadrature du cercle. On accumule les difficultés. Alors, il y a quelque chose qui a été créé, par exemple, en Suisse, si jamais la personne démissionne, elle a un délai de carence, mais ensuite elle est au chômage, quoi. Enfin, elle touche des indemnités chômage, alors qu'on sait bien que la Suisse c'est pas particulièrement social. Voilà. Et donc en France, on a créé un truc qui s'appelle la rupture conventionnelle, qui permet justement de discuter entre gens adultes et de bonne intelligence en disant visiblement on n'a plus rien à faire ensemble, quittons-nous correctement, l'employeur paye sa part par rapport aux conventions collectives et le salarié s'en va et il a effectivement le chômage. Or, moi je constate auprès de mes clients entreprises, puisque nous sommes un cabinet donc nous avons une partie coaching de vie, une partie consulting, que beaucoup encore me disent non, c'est trop facile pour le salarié et c'est bête. C'est bête. Rester ensemble, c'est comme un mariage. Rester ensemble alors que le salarié n'est plus bien, qui va pas bien travailler, qui va mettre une mauvaise ambiance, parce qu'on a peur de lui donner un peu d'argent, etc. C'est vraiment bête. Parce que l'ambiance au travail, vous l'avez compris, le fait qu'on soit dans un groupe social, qu'on soit heureux de travailler tous ensemble, ça fait effectivement, ça prévient le burn-out pour d'autres salariés, et puis ça fait de la performance et ça fait du bonheur au travail. En tout cas, Daphné, merci d'avoir eu le courage de témoigner ce matin. Excusez-nous, on est obligé d'avancer dans cette émission. Témoignages. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on vous souhaite en tout cas plein de courage dans votre situation. Vous êtes déjà en difficulté, faites-vous aider vraiment. Voilà, Daphné. Et merci encore du courage de votre témoignage ce matin. Merci beaucoup, Daphné. France Bleu Alsace, la vie en bleu, Laure Basterex. Et on va prendre le temps d'écouter un dernier témoignage ce matin, celui de Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour Marlène. Bonjour mesdames. Voilà, moi je vous appelle pour un petit message d'espoir. Oui, super. Quelque chose d'encourageant, tout simplement parce que lorsque vous avez vécu ce genre de choses, c'est incroyablement difficile de s'en remettre, mais on y arrive. Il faut pas se dire je ne peux pas. C'est la première chose, il faut pas se mettre de frein. Il faut se dire je vais essayer et je vais réussir. C'est difficile, mais on y arrive. Moi j'ai eu le problème. J'ai vécu pendant plusieurs années avec une personne qui a eu de grosses difficultés dans son travail, qui s'est retrouvée à la maison avec des dettes qui s'accumulaient, qui ne travaillait plus, qui est devenue agressive. Cumul, voilà. Voilà, qui devenait agressive, évidemment, forcément, la seule personne, c'était moi qui prenais tout. Une personne qui fumait, alors que j'étais carrément, je ne pouvais pas sortir sa cigarette, donc au bout d'un moment, je vomissais 2 jours sur 3, donc je m'affaiblissais. J'avais de gros problèmes d'eau, voilà, enfin, les symptômes qui ont été dit. Alors moi, j'ai pas pris ça comme un burn-out, mais lorsque j'ai vu ma doctoresse à plusieurs reprises pendant plusieurs mois, et à un moment donné, elle a téléphoné à ma fille, elle m'a dit stop, là, votre maman, elle est sur la pente descendante. Au niveau privé, c'est pas que le travail, exactement. Le travail était très prenant. Il faut qu'il y ait au moins un des deux qui marche bien pour soutenir l'autre. Voilà. À la limite, si vraiment, voilà. Et encore faut-il ne pas se laisser bouffer par là où ça ne va pas. Mais enfin, donc le travail étant très prenant, c'est du service à la personne, vous voyez, genre hospitalier. Voilà, je ne donne pas plus de détails, mais et donc. C'est une personne qui mettait la télé jusqu'à 3h, 4h du matin, qui mettait très fort. Et moi, je me levais à 5h30, par exemple. Oui, donc c'était toxique. Comment voulez-vous avoir de l'énergie pour travailler, pour donner le meilleur de vous-même, être bien présent, donner les soins nécessaires en garantissant la sécurité des personnes, en étant dans cette situation-là. C'était impossible. Donc, à un moment donné, il a même fait une chose qui aurait pu mettre en danger tout l'endroit où je vivais, tout l'immeuble. À partir de là, j'ai dit stop. Donc ce jour-là, j'ai l'impression que j'ai touché le fond. Vous savez que mais c'est toujours quand c'est trop, qu'on s'arrête. Voilà, et qu'on remonte à la surface. Puis maintenant, ça suffit. Il faut faire quelque chose. Donc j'ai contacté ma famille, j'ai contacté les services de police parce que je savais comme c'était un homme extrêmement soupolé que ça risquait de se passer très mal.
Et j'ai fait en sorte qu'il soit sorti de l'appartement. Je vous dis pas les détails. Ça s'est passé dans le calme, mais vraiment, voilà. C'est souvent sordide. Après, essayer de me faire tous les ennuis possibles et imaginables. Vous imaginez bien. Bien sûr. Mais j'ai tenu bon. Bravo. Et alors, je me suis dit maintenant, voilà. Et je me suis dit maintenant, chaque jour qui vient, trouve quelque chose de beau. J'ai une petite soucoupe que m'avait offert une amie un jour. Quelque chose de tout à fait charmant, de minuscule. Et dedans, moi, je mets un petit papier tous les matins. Qu'est-ce qui s'est passé de beau hier? Qu'est-ce qui va se passer de beau aujourd'hui? C'est ça, c'est d'avoir des satisfactions à nouveau. Voilà. Ouais. C'était une très bonne idée et merci pour ce message positif en tout cas. Merci Marlène, merci beaucoup et soyez le meilleur pour la suite. Très belle journée à vous. Avant de vous quitter, Sophie, quand même rapidement, on va donner peut-être quelques clés. Alors, il y en a beaucoup, c'est compliqué de les résumer, mais sur les symptômes du burn-out pour peut-être comprendre si nous-mêmes nous sommes dans cette situation ou si quelqu'un autour de nous est dans cette situation. Pour terminer cette émission et pour parler de la fameuse fatigue qu'a porté Patricia. Alors effectivement, pour se rendre compte si on est essayer de réagir avant, parce que j'ai quand même l'impression que Marlène a réagi juste avant que ce soit trop tard. Donc c'est un peu mieux que nos autres témoignages. On voit bien les différentes choses. À partir du moment où on commence à être anxieux, on commence à avoir mal dans les muscles, on commence à être triste ou bien on commence à être irritable. Souvent les femmes, on dit elles commencent à être un peu hystériques, elles prennent tout de mal, etc. Non, une femme qui est bien, qui est en sécurité, qui est tranquille, elle n'est pas hystérique. C'est pas vrai. Simplement, quand c'est trop, elle va réagir comme ça. Elle va commencer à être jugeuse, etc. Pas toutes, mais ça arrive beaucoup. Le fait de se replier, de plus vouloir sortir, plus voir personne, de rentrer dans des... Alors l'addiction, c'est un mot un peu fort, mais on regarde la télé en boucle, on commence à faire des jeux sur la tablette. C'est-à-dire, ça permet d'oublier, ça permet d'éraser le cerveau quand c'est trop, quoi. Après, le fait effectivement d'avoir le dos, bien sûr, comme j'ai dit, tout ce qui est gastrique, problème de respiration. Parfois, on peut avoir la respiration bloquée. Et puis le fait de plus être capable. Je crois que c'est très très compliqué à comprendre. Moi-même, avant d'en avoir fait un, je voyais même pas de quoi on pouvait parler. C'était les années 80, etc. Enfin, pour moi, ça paraissait vraiment un autre monde. C'est le fait qu'on n'arrive plus à faire certaines choses, ou parfois quoi que ce soit. On n'arrive plus à se lever. Enfin, on est en pleine santé et on n'arrive pas à se lever, quoi. On n'arrive pas à prendre une douche. Ça, c'est ce que disait moi. Ça allait par là-dessus, mais c'est ce que nous disait Arlette. On n'arrive plus à prendre une douche. On n'a plus envie de sortir. On commence à avoir peur. Voilà, tout ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc là, il faut aller tout de suite au-delà et se dire non. Il faut en parler. Il faut en parler, mais il faut surtout aller voir des professionnels. Voilà. Pour vous accompagner, pour vous guider et surtout, on le disait aussi, ne pas culpabiliser. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire, ce que je voulais dire à la personne qui nous disait je suis toujours encore fatiguée, j'ai gardé des séquelles, c'est vrai. Je suis pas tout à fait d'accord avec une partie du témoignage de Marlène qui dit il faut tous les jours que je me dise non. Ça, c'est encore une fois de la pression. Donc, c'est la maladie de la pression. Donc non, il faut se dire aujourd'hui, je ne fais rien. On pourra plus jamais faire pareil. À partir du moment où on a fait un burn-out, le bon côté des choses, c'est qu'on est obligé de réinterroger sa vie en profondeur et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important. On pourra jamais plus vivre pareil. Je vous donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, bien sûr, vous l'entendez, je vais bien, enfin, c'est une vieille histoire. Mais enfin, ça m'a quand même bien sûr marqué, ça fait la différence dans ma vie. Si maintenant, demain, je dis, à 9h, je fais ça, enfin, au niveau, j'ai de l'administratif à faire, à 9h, je fais mes factures, à 9h30, je fais ça, à 10h, je fais ça. Vous êtes certain que je pourrais pas le faire. Je ne sais pas comment ça se passe, ça sera pas possible. Par contre, si je dis, tiens, j'ai un certain nombre de choses à faire, faudrait que je fasse ça et ça, demain, je le ferai ou après-demain, tout à coup, parce que je suis quelqu'un de sérieux et de rigoureux, ça sera fait comme ça, je ne sais pas très bien comment. Mais j'ai gardé ça, donc il faut arriver à se lire, à comprendre comment on fonctionne, et plutôt que se dire je suis fainéante, j'ai pas réussi à faire ça, ou je suis fainéant, se dire non attends, je suis pas une andouille, voilà. J'ai dit que je faisais ça et ça, je l'ai pas fait, c'est pas parce que je suis quelqu'un de mauvais, c'est que mon inconscient me protège. Le burn-out, c'est l'inconscient qui prend la main parce qu'il nous dit mais t'es fou, quoi. T'as vu comment tu te traites ? Tu n'es pas capable de te traiter correctement. Alors moi, je dis stop. Voilà, le moteur est en danger, donc j'enlève le fusible parce que t'es pas capable de le faire. C'est ça. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouve dans des situations qui ressemblent de près ou de loin à ce qu'on a vécu et ce qui nous a mis en danger, parce que c'est un danger, j'allais dire de mort, un arrêt comme ça, l'inconscient va reprendre le contrôle et va nous arrêter.
Un grand merci Sophie de nous avoir accompagnés ce matin sur cette question du burn-out. À très bientôt. Au revoir. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur francebleu.fr. Demain, nous parlerons du surendettement. Nous serons avec Maître Thierry Edmond, avocat et bénévole pour Crésus Alsace. Il sera là pour répondre à toutes vos questions.